Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté cette invitation de Front Populaire. Vous êtes sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, de Marseille, on va parler de Marseille bien évidemment. Oui. Alors aujourd'hui on va parler, donc j'ai dit de Marseille, de sécurité, on va parler de Reconquête. Je voudrais d'abord qu'on commence par parler de l'immigration, un sujet qui vous est cher. Donc les Républicains ont présenté ce week-end leur projet sur l'immigration. Alors on peut parler d'une modification de la Constitution pour permettre un référendum, la primauté du droit français sur celui européen si besoin, et il y avait également une restriction du droit du sol. Bon bref, qu'avez-vous pensé de ces propositions? Les LR, ce qu'il en reste, essaient de trouver un bol d'air. Ils nous refont le coup de l'immigration, quoi. C'est assez régulier, ils saisissent le projet qui n'est pas encore présenté dans les parlementaires par le ministre de l'Intérieur, mais donc ils saisissent ce qui pourrait être pour eux une opportunité pour saisir, pour essayer de convaincre leur électorat que LR reste de droite et que l'immigration serait leur sujet. C'est la dernière chance avant fermeture. Ils n'ont pas tort sur le fond. Bien sûr qu'il y a des réformes et en profondeur à faire. J'allais dire contourner le Conseil constitutionnel qui n'est plus qu'une officine politisée en utilisant la voie référendaire, parce que l'ensemble des Français disaient que c'était mon sujet phare, mais je crois que tous les Français désormais sont conscients que l'immigration est le problème numéro un dans notre pays, et même les électeurs de gauche sont presque majoritaires à souhaiter que les expulsions des clandestins soient effectives. Bon, en tout cas voilà, c'est un sujet majeur, ça fait longtemps que je le dénonce, les LR périodiquement, plus pour sauver leur peau que pour sauver la France, parce que je note qu'ils font encore partie du plus grand groupe au Parlement européen. Ils sont tout à fait inaudibles, ils ne s'expriment pas, ils ne dénoncent pas le plan qui est celui de l'Union européenne, de la Commission européenne, pour faire venir des dizaines de millions d'étrangers sur notre territoire dans les prochaines années. J'aimerais croire en leur sincérité, mais c'est pour eux la dernière chance. Voilà, c'est la dernière fois qu'on peut espérer qu'ils soient sincères. Et il ne faudrait pas dans l'intérêt nécessairement de LR, mais dans l'intérêt de la France et des Français, parce que je crois que là on arrive à la croisée des chemins. La bascule qui s'opère depuis 30 à 40 ans, enfin, on pourrait penser que c'est lent, mais c'est très rapide en réalité, et qui nous conduit aujourd'hui à observer ce qui est déjà un grand remplacement. Et si l'on n'agit pas désormais très vite, demain il sera trop tard. Et demain c'est là, c'est vraiment demain. Alors je veux croire au réveil des LR, et s'ils se réveillent, eh bien, ils seront les bienvenus dans cette coalition des droites qui permettra de mettre en application les mesures qui s'imposent aujourd'hui pour sauver tout simplement notre pays, quoi. Vous parliez de grand remplacement tout à l'heure, donc c'est une notion qui est controversée. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est la définition que vous mettez derrière ces deux mots. Vous savez, moi, je ne suis pas un idéologue ou un doctrinaire, j'observe. Lorsqu'on me demande, mais comment pouvez-vous affirmer qu'il y a un grand remplacement, les statistiques du ministère de l'Intérieur, ceci, et on nous sort des chiffres et des analyses. J'étais au tribunal à Marseille l'autre jour, parce que j'ai été convoqué, et l'avocat de la Maison des Potes, il y avait aussi la LICRA, il y avait aussi SOS Racisme, qui m'entraînaient devant les tribunaux parce que je dénonçais les conséquences sur la sécurité ou sur l'insécurité des Français, les conséquences de la politique d'immigration. Bon, eh bien, durant les plaidoiries, Maître Lotte, avocat de la Maison des Potes, m'a sorti
une étude qui a été présentée par le ministère de l'Intérieur et qui voudrait que qui prouverait que l'immigration n'est pas plus importante qu'il y a un certain nombre d'années, qu'elle n'a pas de conséquences sur la sécurité des Français. Vous voyez, ces statistiques, ces études, spécialistes, de gens compétents, formés, qui ont reçu les formations, qui ont les diplômes pour prouver que justement ils sont les mieux placés pour parler de ce phénomène. Moi, je n'ai pas tout ça. J'avoue que je n'ai pas tout ça. J'ai par contre un outil qui me permet de me faire un avis, et plus qu'un avis, ce que je pense être la réalité de l'immigration, qui se traduit par ce terme grand remplacement. Cet outil, c'est le nerf optique. Je sais ce que je vois. Je sais ce que j'ai vu, moi, dans les quartiers nord de Marseille, quand j'étais enfant et adolescent. Alors, je suis plus tout à fait jeune, mais je n'ai pas encore un âge canonique. Et une quarantaine d'années, mon Dieu, c'est si rapide, si bref en réalité. Je sais, moi, ce que j'ai vu dans les quartiers nord, et puis dans le centre, ville de Marseille, puis dans les quartiers est. Cette ville, il y a une quarantaine d'années, pour ne parler que d'elle, mais elle est à l'image de beaucoup de villes dans le département des Bouches-du-Rhône, de la région parisienne, lyonnaise, dans la région alsacienne, etc. etc. Donc c'est le même phénomène, sur la même durée. Donc il y a une quarantaine d'années, moi j'observais à Marseille une ville marseillaise, provençale, française. Il y avait effectivement à l'époque des Marseillais d'origine italienne, arménienne, espagnole, mais dont qui s'étaient tous assimilés naturellement au peuple marseillais et au peuple français, à sa culture, à ses traditions. Et il y avait aussi des Marseillais de souche, de racines provençales. Ça existe, des Français de souche, contrairement à ce que peuvent dire certains. Et puis, j'ai donc vécu ces 40 années de politique d'immigration. Et j'ai pu observer et subir, comme des millions de nos compatriotes, ce phénomène qui s'est donc développé sur le plan numérique et qui a eu ses conséquences dans tous les domaines économiques, domaine social, sécuritaire, identitaire. Et donc le premier phénomène que l'on observe quand on est dans les rues de Marseille, et désormais, quels que soient les quartiers, c'est qu'il y a un remplacement de population. Ce n'est plus la même population. Après, on peut trouver ça agréable, ce côté exotique, et qui a, encore une fois, remplacé la population provençale. Mais c'est un fait. C'est-à-dire, il faut être de mauvaise foi, aveugle, pour affirmer le contraire, ou ne pas vouloir se mettre à dos le politiquement correct en disant non, moi je sais ce que je vois. Alors je n'utiliserai pas je ne vais pas utiliser l'expression chiracienne du bruit et des odeurs, mais je sais ce que j'entends aussi. On ne parle plus la même langue sur la Canebière. On n'est plus dans les quartiers nord, là. On est sur le cœur historique de la ville. C'est Franz-Olivier Gisbert. Bon, on ne peut pas imaginer que ce journaliste ait basculé dans le zémourisme. Bon, il est devenu Marseillais. Il habite du côté du Vieux-Port, là. Et il rapportait dans une émission il y a quelques mois que lorsqu'il se rendait à la gare Saint-Charles, donc vous êtes obligé de remonter la Canebière, on peut y aller à pied, c'est très proche, eh bien, il n'entendait plus parler français. Alors tout de suite, le tribunal révolutionnaire lui est tombé dessus en disant « Ah mais quoi, il n'y a plus de blanc ?» Non mais je ne parle pas de blanc, ni de noir, ni de ce que vous voulez. Je parle de la langue française, un amoureux de la langue française. Eh bien, il en était peiné. Et même ça, on n'a plus le droit de dire. Mais voilà quelqu'un qui a rapporté ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, car c'est un fait. Certains trouveront ça formidable qu'on ne parle plus le français à Marseille. Moi, cela me révolte. Et ce n'est plus seulement à Marseille, c'est dans beaucoup de villes de France, de grandes villes, les moyennes, et avec la politique de répartition des migrants, ça sera demain dans les campagnes. C'est une observation, je dirais, dépolitisée, sans aucune idéologie.
j'observe, j'écoute, j'en conclus. C'est ça le grand remplacement. Vous avez employé le terme tout à l'heure d'assimilation, donc comment on fait pour relancer cette assimilation? Parce que j'imagine qu'elle est souhaitable, ou est-ce que finalement on en est arrivé pour vous au stade où assimiler ne suffit plus? Je reprendrai l'image du feu roi du Maroc, Hassan II, qui avait accordé une interview à cette fameuse journaliste star des années 80-90, Anne Sinclair. Le roi Hassan II de rappeler encore une fois ce fait historique, tant que l'immigration en France a été horizontale, c'est-à-dire européenne, et que l'on partageait la même histoire, même si elle était conflictuelle, on partageait les mêmes racines, les mêmes communautés de destin. Une fois que la barrière de la langue était franchie, l'assimilation se faisait naturellement. J'évoquais tout à l'heure la présence à Marseille d'Italiens, ou en tout cas des descendants d'Italiens, dont je suis. Ma mère est née en Italie, je porte un nom français parce que mon père français, savoyard. Eh bien, une fois que la langue était apprise, il y avait... c'était naturel. Il n'y avait même pas de demande de la part des pouvoirs publics que les populations venues s'installer en France s'assimilent, c'était naturel. Le français ayant été appris, partageait les mêmes traditions, la même fierté d'être européen puis français. On avait la même conception de la femme au sein de la société, etc., etc. Donc tant que c'était horizontal, le même culte, je veux dire qu'on soit d'origine portugaise, arménienne, polonaise, italienne, on est tous chrétiens, catholiques. Et puis, donc d'ajouter, à partir du moment où l'immigration vers la France a été verticale, c'est-à-dire en provenance des pays, pour faire simple, d'Afrique, Maghreb, et puis pays d'Afrique, pays subsahariens, là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce qu'on n'a pas du tout les mêmes traditions, pas du tout le même culte, pas du tout la même conception de la place de la femme dans la société, de la place de la femme dans la famille, la même conception de la famille. Tout ça, et si vous y ajoutez le côté massif de l'immigration, l'assimilation ne peut plus se faire. Si vous y ajoutez des pouvoirs publics qui abandonnent justement ce modèle d'assimilation, qui n'en font pas la promotion et qui au contraire basculent dans un modèle anglo-saxon de, je dirais, de cohabitation des communautés, ce que l'on appelle aujourd'hui de façon officielle, puisque c'est le même terme repris sur toutes les chaînes, la presse écrite, etc., dans les universités, le vivre ensemble. Ce qui représente un moindre mal finalement. On se supporte quand on vit ensemble. Ce n'est pas notre tradition. Ce n'est pas notre tradition. Donc le roi du Maroc, Hassan II, avait raison. Ça ne peut mener qu'à des situations conflictuelles. Un pays où cohabitent plusieurs civilisations ne peut engendrer que des situations conflictuelles. Une société multiculturelle est une société multiconflictuelle. Vous avertissez Jean-Marie Le Pen il y a plus d'une trentaine d'années. Ce n'était pas un discours racialiste ni même raciste, c'était une évidence, c'était les leçons qu'il tirait de l'histoire de pays, etc. Donc, que doit-on faire pour espérer que l'assimilation puisse se faire à nouveau? Il faut déjà stopper l'immigration. Je ne dis pas qu'il faut la ralentir, je ne dis pas comme les LR qu'il faut durcir telle ou telle démarche pour... Il faut stopper l'immigration, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Moi je serais plutôt favorable à une inversion des flux. Et pas seul, j'ai entendu parler de quotas d'immigration dans ce projet DLR qui serait voté chaque année par le Parlement. Moi, je serais plutôt pour voter un quota de remigration plutôt que d'immigration. Sur quels critères ?
tous ceux qui n'ont rien à faire ici doivent regagner leur pays d'origine. C'est ce que font tous les pays du monde. Évidemment, les premiers concernés sont les clandestins. Ceux qui sont frappés d'OQTF, je crois que seulement 5% aujourd'hui sont concernés, sont effectivement expulsés. Et encore la plupart sont ceux qui se trouvent à Mayotte. C'est-à-dire que sur le territoire métropolitain, il n'y en a quasiment aucun. C'est vraiment très très peu. Donc il faut mettre en place une politique, il faut se donner les moyens d'expulser tous les clandestins. Alors par définition, il est difficile d'en connaître le nombre, mais on peut estimer qu'ils sont plusieurs centaines de milliers. Ils mangent à leur faim tous les jours, hein. Ils sont logés, leurs enfants reçoivent une éducation, ils sont soignés aux frais du contribuable, alors du contribuable français en particulier, surtout. Donc il faut que ces clandestins soient expulsés, il faut que les délinquants, les criminels, ceux qui ont commis cette double peine soient effectivement expulsés parce qu'ils ont commis un délit, un crime, ce qui continue déjà une faute, et puis ils ont commis une seconde faute, celle de ne pas respecter l'hospitalité que leur a accordée la France, de ne pas avoir respecté cette confiance que l'on avait mis en eux en acceptant. Et là, je parle de l'immigration régulière. Hein. Et donc, ceux qui ont commis des crimes et des délits doivent eux aussi être expulsés. Ceux qui ne travaillent pas, nous avons plusieurs millions de chômeurs réels, 10 millions de pauvres. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir, je dirais, les difficultés sociales jusqu'à la misère, comme disait l'autre, du monde. Il n'est écrit nulle part que la France doit être le Christ des nations. Et nous n'avons pas à porter sur notre dos toutes les difficultés sociales, économiques, des malheureux de la terre entière. Donc ceux qui se trouvent bien sûr sur notre sol déjà, en tout cas ceux qui veulent venir, ne doivent plus espérer pouvoir y parvenir, en leur faisant savoir qu'ils n'obtiendront plus rien, plus aucune aide sociale, plus d'AME, plus de logement social qui, en réalité, ne leur sont pas réservés, mais en tout cas, ils en sont les bénéficiaires de façon prioritaire. Donc les candidats à l'immigration doivent savoir que s'ils arrivent en France, ils n'obtiendront plus rien. Et ceux qui sont chez nous et qui contribuent largement à l'insécurité, 54% de la délinquance à Marseille est le fait d'étrangers. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bon, toute cette nébuleuse de la délinquance jusqu'au trafic de stupes, eh bien, tous ces individus doivent être, que ça leur plaise ou pas, que ça plaise ou pas à la maison des potes et autres associations immigrationnistes, doivent être reconduits dans leur pays d'origine. Alors comment on fait sur certains secteurs de métiers où on a une pénurie de main-d'œuvre? Donc j'entends ce que vous me dites, je sais aussi que vous êtes pour une relance de la natalité, mais malheureusement, ou heureusement, peu importe. Il faut du temps. Voilà, ça ne se fait pas, il faut pas seulement 9 mois, il faut ensuite voilà. que l'enfant devienne adulte et qu'il pourra répondre à ses besoins. Donc on sait qu'on a des secteurs où on va avoir une pénurie au moins temporaire, je pense secteur médical, ça, je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience. Donc comment on fait dans ce cas très précis?